vise à mettre en place un super-État supranational. On peut être pour, on peut être contre, mais les mots ont un sens. Il faut cesser de dire que le mot constitution aurait pour l'Europe un autre sens que celui qu'il a pour les nations. Qui dit constitution dit État. Seuls les États ont une constitution, tous les États ont une constitution, même quand elle est coutumière. La constitution, c'est la règle suprême qu'un peuple souverain se donne pour conférer un statut à son État. Et donc, qui dit constitution européenne, dit État européen, c'est-à-dire un État européen supra-étatique, ce qui veut dire que la Constitution de la Ve République deviendra une norme inférieure, une sorte de règlement intérieur d'un land, allez, d'un super-land, avec des gouverneurs du land qui iront, comme M. Raffarin et M. Sarkozy, la tête cendrée, le cœur en berne, quémander quelques avantages sur le marais près de vin et la TVA sur le disque, là-bas, auprès de nos nouveaux maîtres. Alors, qu'y a-t-il dans cette Constitution? Il y a plusieurs choses qu'il faut ici exprimer à cette tribune, parce que c'est peut-être la seule fois où ça sera fait. La seule fois. La première chose qu'il y a dans cette Constitution, c'est une relation nouvelle entre l'Union européenne et les États. C'est l'article 1.5. Il ne vous aura pas échappé, monsieur le ministre, et ça doit vous chagriner, que dans la Constitution de M. Giscard d'Estaing, le mot souveraineté a disparu. Il est remplacé par le mot identité. Or, ça n'est pas du tout la même chose. On connaît dans l'histoire des hommes et des nations, des peuples, qui ont perdu leur souveraineté, mais qui ont su garder leur identité. Mais quand vous avez perdu votre souveraineté, naturellement, vous êtes condamné à vivre avec votre identité, comme on vit la liberté avec un samizdat sous le manteau. Je cite, « L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres. » Quand j'ai fait cette remarque à M. Giscard d'Estaing dans un débat sur France 3, il me dit « Alors ?» Je dis « Ça change tout. » Le texte ne dit pas « L'Union respecte la souveraineté nationale. » Non, c'est fini la souveraineté. Deuxième élément clé, la supériorité juridique du droit européen sur les droits nationaux. C'est l'article 1.10. Je dis bien la supériorité juridique de tout le droit européen sur les droits nationaux. Alors vous me direz, ah mais c'était déjà le cas, la jurisprudence. Oui, mais là c'est solennel, et dans le temps ça portait sur des domaines techniques, alors que là ça porte sur tout, et sur des choses capitales, la sécurité, l'immigration, l'économie, etc., etc. Avec une Cour de justice qui devient de facto la Cour constitutionnelle de l'Union européenne. Et puis il y a la panoplie sémantique à laquelle, monsieur le ministre, vous devez être sensible quand même. Le mot loi, monsieur Giscard d'Estaing le voulait, ce mot. Ici, il y a des lois. Là-bas, il y aura des lois. Ici, les lois que nous voterons, nous, les coupeurs de citron de la République, enfin, les coupeurs de citron de l'Union européenne, ce seront des lois secondes, des lois d'application. Et les lois là-bas, leurs lois à eux, édictées par la Commission, avec son monopole d'initiative, seront les lois de l'Europe, avec l'autorité du mot. On prend les gens pour des gogos, il faut leur dire, il faut oser leur dire. Et puis, ministre des Affaires étrangères, tiens, ministre, ça y est. Alors, il y avait un hymne, maintenant il y a des lois, il y a la citoyenneté européenne, il y a des ministres, ça y est, il y a le premier, ministre des Affaires européennes. Donc, il y a la panoplie sémantique qui va bien au-delà du changement de terminologie. On est là dans la portée symbolique. Les hommes politiques savent très bien ce que c'est, la portée symbolique des mots. Ensuite, l'intégration de la Charte des droits fondamentaux.
dans la Constitution européenne. Apparemment, aucun intérêt. Tout le monde s'en fiche. Et pourtant, ça va permettre, par exemple, aux Basques et aux Corses d'aller se faire reconnaître des droits là-bas, à la Cour de justice transformée en cour constitutionnelle, tout simplement parce que les États seront dépouillés de leur mission première qui consiste à assurer la protection des droits et des libertés de leurs ressortissants. La personnalité juridique de l'Union européenne. Alors là, Monsieur le ministre, je tombe de l'armoire. Je ne peux pas penser une seconde que vous acceptiez les conséquences de ce qu'on dit dans les couloirs de Bruxelles. On dit dans les couloirs de Bruxelles que c'est fait pour permettre à l'Union européenne de chipper, de subtiliser, de conquérir le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de la France. Puisque, en fait, l'Union européenne aura la personnalité juridique, elle deviendra un acteur international à part entière. Elle agira, elle négociera non plus au nom des États, mais en son nom propre. Et donc, tout naturellement, un petit coup d'épaule et on prend la place de la France ou de l'Angleterre. C'est au choix. Mais probablement que la France se dévouera parce que la différence entre la France et l'Angleterre, c'est que les Anglais défendent l'Europe. Quand il s'agit de défendre l'Angleterre, la France défend la France en défendant l'Europe. C'est le contraire. Généralisation aussi des décisions à la majorité qualifiée. Alors là, j'ai entendu tout à l'heure des orateurs s'exprimer en disant « c'est génial, c'est formidable, on va multiplier les décisions à la majorité qualifiée ». D'ailleurs, la Commission est affublée de la phrase suivante « elle incarne l'intérêt général européen ». Ça y est, c'est un gouvernement européen, nous y sommes. Quant au Conseil des ministres, il est transformé en institution supranationale. Qu'est-ce que ça veut dire la généralisation de la majorité qualifiée? Ça veut dire que demain, le veto, c'est l'exception. La majorité, ce sera la règle. Ça veut dire qu'entre la Commission et le Conseil, il n'y a plus de différence. Ce sont deux fédéralismes. Commission avec le monopole d'initiative, Conseil avec la majorité. À partir du moment où le Conseil est fondé sur le principe de la majorité, nous sommes dans le fédéralisme. Le Conseil n'est plus l'organe de représentation des nations et des souverainetés. Enfin, un dernier point, la Constitution impose la mise sous tutelle des politiques étrangères nationales au profit d'une politique étrangère unique. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cette politique étrangère unique, soit elle ne se fera pas, ce que sans doute vous pensez au fond de vous-même. Dans ce cas-là, il n'y a pas trop de dégâts. On n'a pas froissé nos partenaires, notamment votre collègue Joschka Fischer, qui a envie d'être ministre à votre place, au niveau de l'Europe. Soit ça se fera. Vous prenez un sacré risque. Parce que si ça se fait, cette politique étrangère unique, elle sera atlantique, c'est-à-dire américaine. L'affaire irakienne devrait pourtant nous alerter. Pendant qu'à New York, la France brandissait son droit de veto, il y avait à Paris des Français pour la presser d'y renoncer. Comment peuvent-ils vouloir à New York une France aux mains libres et à Bruxelles une France aux mains liées? C'est vous dont je parle à New York. Vous, talentueux et courageux, face à l'Amérique. C'est M. Giscard d'Estaing dont je parle, à Paris, à Bruxelles et à Strasbourg. France aux mains libres, France aux mains liées. Comment peut-on se satisfaire de notre veto pour le monde et l'abolir pour l'Europe? Alors cette exception d'irrecevabilité se double d'une question préalable que je vous soumettrai cette nuit. Comment peut-on débattre de l'élargissement si on ne pose pas préalablement la question du contenu du projet de constitution? Les deux nous sont en permanence présentés comme indissociables.
La stratégie d'adoption de ces textes est pour le moins curieuse. Pour les pays candidats, elle conduit en effet à les faire entrer dans une union dont on leur demandera aussitôt après de modifier complètement la philosophie des institutions. Les peuples de l'Est vont entrer dans une union semi-fédérale et 9 jours après leur entrée, on leur demandera d'accepter une modification radicale des institutions sur la base desquelles ils ont procédé à des référendums et donné leur accord. Pour les peuples des pays déjà membres, la procédure est tout aussi étrange. On leur demande de faire les yeux bandés le saut de l'élargissement, sans leur dire quels changements institutionnels en seront demain la conséquence. C'est pourquoi, en tant que parlementaire français, je pense qu'il serait honnête de demander au gouvernement de s'adresser lui-même au Parlement pour savoir quels principes institutionnels nouveaux le Parlement est prêt à accepter, puisqu'il va tout perdre. Autant demander aux condamnés de choisir le bandeau. Parallèlement à l'élargissement, il y a la Constitution. Ce grand élargissement, je le dis en croisant le regard de M. Lequillier, car nous avons un bon souvenir ensemble. Notre première visite en Pologne, nous avions rencontré ensemble Lech Walesa. Ce grand élargissement, c'est une occasion historique gâchée, et c'est grave. Car nous sommes nombreux, effectivement, à avoir attendu le moment où l'Europe, réunie après 45 ans de séparation artificielle, due au communisme, allait pouvoir de nouveau respirer avec ses 2 poumons. Notre joie devrait donc aujourd'hui être sans mélange. Et pourtant, c'est une impression de malaise qui prédomine. Le sentiment que nous avons raté un rendez-vous historique et que cet élargissement différé n'est pas l'union que nous avions espérée au lendemain de la libération des peuples d'Europe centrale et orientale. Que s'est-il donc passé? Il s'est passé que le grand élargissement aurait dû être une réunification, les mots ont un sens, et que cette réunification a été transformée en un rendez-vous manqué, ou plutôt une suite de rendez-vous manqués. L'euphorie des retrouvailles ne débouche sur aucun projet politique novateur pour l'Europe. Rappelons-nous pourtant l'immédiate après 1989, l'euphorie des retrouvailles, l'immense élan de sympathie qui s'empare de nos populations à la suite de la libération des peuples d'Europe centrale et orientale de l'idéologie communiste. Chacun arbore le pins de Solidarność. Aujourd'hui, c'est l'euro qu'arboraient beaucoup de parlementaires. Ce n'est pas le même pins. Chacun a conscience, à ce moment-là, que Walesa, Havel, Landsbergis et tous ceux dont ils incarnent le destin viennent d'écrire une grande page de notre histoire commune, une page dans laquelle nous nous reconnaissons. Et pourtant, cet enthousiasme populaire, aucun dirigeant ouest-européen, et notamment français, faute de vision historique, ne saura le capitaliser à temps et le transformer en un projet politique novateur pour l'Europe qui vient de se retrouver. S'enchaînent alors les rendez-vous manqués. Je citais tout à l'heure François Mitterrand, et maintenant que je vois un représentant du Parti socialiste, je le recite. Voilà. M. Mitterrand a déclaré que les pays d'Europe qui viennent de se libérer ne sauraient rejoindre l'Union européenne, je cite, avant des décennies. Quel dommage. Il présente d'ailleurs à Prague un projet de confédération qui n'est en fait qu'une Europe de seconde classe et un faux-nez destiné à préserver la mise en place du super-État à l'Ouest. En 1992 encore, la commission institutionnelle du Parlement européen, au lieu du supranationalisme s'il en est, écrivait dans un rapport, je cite, « Il n'est ni possible ni nécessaire que tous les États qui sont européens se rassemblent dans l'avenir en une union. » Donc, pas
de réorientation de la construction européenne, permettant un accueil immédiat des pays de l'Europe centrale et orientale au sein d'une grande confédération politique européenne. L'élargissement aurait dû être l'occasion d'une réorientation fondamentale de l'Union européenne dans le sens d'une flexibilité devenue indispensable pour répondre à la diversité de ses membres. L'accueil des nouveaux membres au sein d'une grande confédération politique européenne aurait dû être immédiat. Mais au lieu de définir cette nouvelle Europe en s'appuyant sur l'expérience qu'ils venaient de vivre, on leur a imposé à ces pays qui sortaient de prison un parcours du combattant avec les fameuses 80 000 pages de l'acquis communautaire dont se vantait tout à l'heure M. Charette. Ah, c'est beau, c'est intelligent. 80 000 pages, on aurait pu même 180 000 pendant qu'on y est. Est-ce que c'est ça, l'Europe politique qu'on veut construire? On aurait dû penser en termes de coopération intergouvernementale et leur rendre cette coopération accessible d'entrée. Faute d'avoir su engager à temps cette orientation fondamentale, c'est l'OTAN qui va tenir lieu de projet politique. Alors le 1er mai 2004 ne sera pas, pour les nouveaux membres, la grande fête de la réunification du continent qu'elle aurait dû être, mais une admission intéressée, chèrement acquise, âprement marchandée, tardive et consentie, comme à regret par Bruxelles. Ce qui aurait dû être un projet politique fondé sur les aspirations et les valeurs des peuples sortant du communisme devient un processus technocratique et comptable d'extension vers l'Est des normes économiques et juridiques de Bruxelles. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'il y a un désenchantement que la France elle-même, si j'ai bien compris, et l'Allemagne envisagent de reformer un couple à part, de refaire chambre à part. On le lit tous les jours dans la presse. Peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce faux, mais au moment même où on nous parle de la réunification, l'Allemagne et la France repartent ensemble. Méfiez-vous d'ailleurs de ce couple, parce que c'est l'Allemagne qui portera la culotte. Et elle sera de fabrication américaine, malgré tout. Alors oui, les Français sont inquiets, déboussolés. On a parlé de délocalisation. Notre agriculture, notre industrie, notre recherche. À l'heure des raids américains sur nos industries de défense, à l'heure où la Chine ambitionne de devenir la manufacture du monde et le Brésil le nourrisseur de l'Europe, nous ne devons plus gaspiller notre énergie en élaboration d'échafaudages institutionnels supranationaux et contraignants. Nous devons au contraire la consacrer à assembler dans tous les domaines stratégiques les volontés, les compétences, les financements qui permettront à nos pays d'Europe de rester demain indépendants et de créer une force commune. N'oublions jamais que les créateurs d'Ariane, d'Airbus, nous ont montré le chemin en bâtissant des industries aéronautiques spatiales européennes puissantes en se passant de la bureaucratie bruxelloise. Si les peuples européens sont aujourd'hui plus réservés sur l'élargissement, mes chers collègues, c'est aussi parce qu'ils ont conscience que l'élargissement qu'on nous présente en cache un autre. Un élargissement peut en cacher un autre. L'élargissement à la Turquie. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles à l'enthousiasme ont succédé le doute et l'interrogation. Cet élargissement sans générosité, mal ficelé, générateur d'amertume multiples, précède un autre élargissement qu'on veut leur dissimuler. Je le dis solennellement pour ne pas provoquer de méprise. L'adhésion des 10 nouveaux membres d'Europe centrale et orientale paraît aller de soi à tous les Français. C'est un retour à la normale, retour dans la famille. Ils sont aussi européens que nous. Mais, vous l'avez d'ailleurs effleuré tout à l'heure, Monsieur le ministre, pour la Turquie, c'est une autre histoire. Je parlerai cette nuit de la Turquie. Je voudrais simplement dire une chose.
On nous dit tous les jours, c'est pas vrai. L'adhésion de la Turquie, elle n'est pas décidée. Vous cherchez à faire peur. Ah bon? Eh bien, moi, je dis qu'elle est décidée. Et vous le savez très bien. Même si aujourd'hui, depuis les attentats d'Istanbul, il y a un petit peu de flottement dans les chancelleries. C'est bien naturel. On voudrait nous faire croire que rien n'est fait et que toutes les options restent ouvertes. C'est toujours la même histoire. On ne dessoule pas un ivrogne avec un verre de lait. On habitue les gens. Si on avait parlé de constitution européenne au moment de Maastricht, jamais les gens ne l'auraient accepté. Mais petit à petit, un petit pas. Propagande. Et là, pour la Turquie, on en est au stade, attendez, oh là là, attendez, la négociation n'est pas commencée, les critères de Copenhague, la fameuse temporalité close de l'idéologie avec sa sémantique. La réalité, c'est que l'Union européenne s'est engagée dans une stratégie de non-retour, sans jamais consulter, selon les bonnes vieilles méthodes fédéralistes, les peuples concernés. L'engrenage a commencé d'être mis en place en 1963, vous l'avez dit, avec une promesse d'adhésion, précédant l'accord d'association, sous l'amicale pression des États-Unis déjà. Puis il y a eu le cap décisif franchi en 1999. Je me souviens d'ailleurs de M. Giscard d'Estaing qui avait dit à Helsinki, l'Europe est morte à Helsinki. Statut d'État candidat officiellement décerné à Ankara par le Conseil européen. Je cite le Conseil européen. La Turquie est un pays candidat qui a vocation à rejoindre l'Union européenne sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres candidats. La Turquie bénéficie d'une stratégie de préadhésion. On fait trempette. Préadhésion. Vous savez ce que ça veut dire, préadhésion? Ça veut dire octroi d'une aide financière très importante pour se préparer à l'adhésion. Quand vous êtes préadhérent, vous touchez déjà. C'est pratique. Troisième étape essentielle, le Conseil européen de Copenhague de décembre 2002. Sommet soumis à une intense pression américaine, vous devez vous en souvenir, puisque le président Bush appelait les autres présidents sur leur portable. Même dans la salle, le président Bush appelait en disant « Attendez, il faut vraiment faire un effort ». Et là, le sommet s'apprêtait à fixer la date de début des négociations d'adhésion avec la Turquie, quand la France a fait valoir qu'il serait peu opportun que la question turque vienne interférer avec les élections européennes, en suggérant un coup de pied en touche jusqu'au sommet européen de décembre 2004. Une telle astuce tactique ne pouvait que séduire nos partenaires. Il fut donc décidé que l'Union fixerait en décembre 2004 la date d'ouverture des négociations au vu d'un rapport de la Commission présenté en novembre 2004. Mais même repoussé, chacun comprend, et d'abord le peuple turc, que cette décision équivaut déjà à accepter l'entrée de la Turquie dans l'Union. Et d'ailleurs, Ankara se comporte comme si la Turquie était déjà membre à part entière de l'Union. Elle a participé à la Convention. Qui le sait? Elle est membre de la conférence intergouvernementale en tant qu'observateur. Qui le sait? Elle est associée à la fameuse PESC. Elle bénéficie d'une coquette aide financière pour se préparer à l'adhésion, dont le montant a été doublé par le sommet de Copenhague. Allez sur le site d'Internet Parlement européen ce soir et vous découvrirez que le Parlement européen parle déjà le turc comme s'il s'agissait d'une des langues de travail de l'Assemblée. Ils ont déjà recruté les interprètes. Le Parlement européen, c'est l'avant-garde. Toujours un coup d'avance. Quant au rapport de la Commission de novembre 2004, il est déjà largement préécrit. Le commissaire à l'élargissement, l'inénarrable M. Verheugen, vient de nous annoncer qu'il serait positif et encourageant. Des dates circulent déjà avec insistance dans les couloirs de la Commission. Début 2005 pour le démarrage des négociations d'adhésion, 2010 pour l'entrée de la Turquie dans l'Union. Et on peut faire confiance à l'efficacité de la diplomatie turque pour veiller au grain. L'affaire est donc entendue, que les peuples d'Europe se le tiennent pour dit. La campagne des élections européennes ne doit point aborder la question de la Turquie. C'est dangereux, c'est après. Elle n'est pas d'actualité, cette question. Elle est hors sujet, elle est soustraite au débat. Et tous les eurofédéralistes
vont conjuguer leurs efforts pour dire « Chut, la Turquie, on n'en parle pas, c'est plus tard. Il ne faut pas que le peuple français soit amené à entendre parler de l'adhésion de la Turquie, surtout pas au moment des élections européennes. » Donc la Constitution européenne, on va essayer de passer en douce, ça ne va pas être simple, hein, sans référendum, et la Turquie, ça sera pour après. Décembre 2005, critères de Copenhague, etc. etc. D'ailleurs, petite parenthèse, moi je n'ai jamais réclamé que les racines chrétiennes soient dans la Constitution, vu que je suis contre la Constitution. Mais par curiosité, je me suis intéressé au problème. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait un tel refus. Tout simplement parce que la Turquie a exigé, au nom de la laïcité, M. Erdogan, il a tous les culots, toutes les audaces, parce qu'il est sûr de lui, c'est lui. Au nom de la laïcité, il a dit pas question de mettre les racines chrétiennes, sinon nous on ne pourra pas rentrer. En d'autres termes, il a dit vous expulsez Dieu pour faire entrer Allah. Et naturellement, tout le monde s'est exécuté. Alors en conclusion de cette première intervention, et en vous remerciant les uns et les autres de votre patience et de votre attention, que j'apprécie, et en particulier de la vôtre, M. Charette, mais je connais votre grande patience, dont Léonard de Vinci disait que c'était une forme du génie. Nous sommes aujourd'hui, et là vous allez m'entendre jusqu'au bout, et peut-être qu'un jour, M. Charette, vous changerez d'avis. J'attends ce jour avec impatience, la main en visière, vers votre beau département. Nous sommes au point de retournement, M. Charette. C'est difficile pour vous. J'ai vu à plusieurs moments dans votre regard un peu de tristesse, un peu de désarroi, un peu de désenchantement. Vous me suiviez avec attention, d'autant plus attention que vous vous disiez par moments « et s'il avait raison ?» Eh bien, nous sommes au point de retournement. Comment, au fond, évolue aujourd'hui l'Europe? Elle évolue encore selon les deux voies de la construction européenne contenues dans le traité de Rome. La voie officielle, centrale, de l'intégration, établie sur un double fédéralisme dont j'ai parlé tout à l'heure, et se nourrissant, comme le Minotaure, des amputations de souveraineté. Et puis la voie résiduelle, périphérique, interétatique, établie sur le veto et qui se nourrit de coopération interétatique. Quand M. de Villepin veut être efficace, il choisit de ne pas passer par Bruxelles, par la Commission, il passe par la coopération interétatique, accord de Malaga, démarche iranienne, etc., etc. Et vous en avez annoncé tout à l'heure en Afrique. Parce que vous savez très bien que si vous passez par Bruxelles, vous ne pourrez pas vous en tirer. Et je voudrais dire à M. Balladur en cet instant que c'est lui qui a lancé le concept de géométrie variable, M. Balladur, sauf erreur de ma part. Attention à ce qu'il n'y ait pas une méprise là-dessus. Parce que si la géométrie variable, ça consiste à faire de l'intégration par la Commission de Bruxelles plus vite que les autres, alors il faut tout de suite dire aux gens, c'est le contraire de la souplesse, c'est un peu plus de rigidité pour ceux qui veulent être plus rigides plus tôt. Si la géométrie variable, ça consiste à se passer de la Commission de Bruxelles pour faire de la vraie souplesse au sens de la coopération interétatique, par exemple pour se mettre ensemble pour refaire un marché commun agricole, par exemple pour se mettre ensemble pour faire un dôme antimissile, par exemple pour se mettre ensemble dans le domaine scientifique, pour désarmer les centrales nucléaires de l'Est, etc., etc. Par exemple pour se mettre ensemble pour faire une agence européenne des armements. Si cette géométrie variable, elle est fondée sur la coopération des peuples, des entreprises et des nations, au sens d'Ariane, d'Airbus, du CERN, etc., etc., alors on est sûr que ça marchera, puisque la méthode est éprouvée. Donc deux voies, la voie officielle, la voie résiduelle. La voie de l'intégration fédérale, la voie de la coopération interétatique. Nous sommes encore à la bascule. Mais aujourd'hui, l'Europe est à la croisée des chemins. Et le chemin choisi n'est pas le chemin des nations. Au contraire, le chemin choisi semble bien être celui d'un État fédéral qui les contraint
et qui les intègre au sens où le général de Gaulle disait « Si vous voulez faire coopérer entre elles les nations, ne les intégrez pas comme on intègre des marrons dans une purée de marrons. » Or, le chemin choisi, c'est la purée de marrons, je le crains. Alors la question qui se pose aujourd'hui, et que je pose à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est la suivante. Comment évolue l'Europe? Comment évolue le monde? Ou plutôt, comment évolue le monde par rapport à l'Europe? Parce que c'est la question de la modernité. Tout à l'heure, j'ai adressé une petite pique amicale à M. Giscard d'Estaing, qu'on a tous bien connu quand nous étions enfants. Bon, M. Giscard d'Estaing, lui, il veut un État fédéral. Il veut faire les États-Unis d'Europe. Mais est-ce qu'il ne résonne pas dans cette époque qui est la sienne? On est toujours un peu victime de ses souvenirs, de sa culture, de son passé. Est-ce que l'Europe de la Constitution, cette Europe de la rigidité, de la supercentralisation, est-ce que c'est bien l'Europe de l'avenir? Est-ce que l'Europe de l'avenir, ce n'est pas plutôt l'Europe de la souplesse, de la proximité, de la démocratie? Alors regardons autour de nous. Et là, c'est stupéfiant comme spectacle. Comment évolue le monde selon un principe exactement, rigoureusement inverse de l'Europe? Et vous le savez bien, Monsieur le ministre, si nous ouvrons le zoom de nos voisinages planétaires, le monde entier évolue selon un principe exactement contraire à l'Europe, le principe des nations. Certes, l'hyperpuissance américaine, d'une part, et le poids croissant des pouvoirs transétatiques, d'autre part, donne parfois l'illusion d'une fin générale de la souveraineté étatique. Pourtant, plus que jamais, le monde reste fait d'États souverains. La souveraineté n'est pas une survivance, c'est même l'horizon indépassable des relations internationales. Je voudrais citer, pour terminer, Monsieur le Président, quelques réalités en quelques phrases. Première réalité, la construction européenne, avec sa volonté idéologique qui vise à abolir les souverainetés au profit d'un pouvoir technocratique supranational, est unique dans le monde. Partout ailleurs, les 170 autres États, depuis le Kosovo jusqu'au Timor oriental, pensent leur destin à travers la souveraineté. Il y avait en 1940 États souverains, il y a en 2003 5 fois plus d'États souverains. Deuxième réalité, les peuples qui luttent pour entrer dans l'histoire veulent y entrer par l'État souverain. Je voudrais souligner ici une curiosité en m'adressant à M. de Villepin. Une fois par semaine, je vous lis, je vous entends. Vous et les plus hautes autorités de notre pays, dont vous faites partie. Et que disent les autorités de notre pays chaque semaine? Elles parlent du transfert, du nécessaire transfert de la souveraineté. Est-ce qu'elles parlent de la France? Non. Elles parlent de l'Irak. Alors à chaque fois que je lis une interview de vous dans un journal, je me précipite, nécessaire transfert de la souveraineté. Ah, Monsieur le ministre, enfin. Mais quand vous parlez de la France, c'est nécessaire transfert de la souveraineté à Bruxelles. Et quand vous parlez de l'Irak, c'est le contraire. C'est-à-dire que oui, les pays de l'Europe centrale et orientale ne sont plus effectivement occupés par le communisme. Et je comprends votre gêne. Voilà. Et c'est normal qu'une petite apostrophe comme ça, parce que c'est vrai que pour vous, c'est un moment délicat. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Ça veut dire faire son deuil. Voilà. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout, Monsieur Lefort. Monsieur De Villiers, il faut conclure. Votre temps est terminé. Je conclue. Voilà. Monsieur Lefort.
Vous voyez, il a souri, M. de Villepin, oui, il a compris, il a tout à fait compris, et il a acquiescé. Bon, alors, concluez, M. de Villiers. Mais laissez-le sourire. Bon. Je suis sûr qu'au fond de lui-même, il se dit c'est dommage que ça soit fini. Parce que je le sens qu'il faceille et qu'il vacille. Monsieur de Villiers, j'ai cru comprendre que ça Mais continuerait tout à l'heure. Monsieur le ministre. Voilà. Après le dîner. Voilà. Donc je conclue. Merci. En disant ceci. Donc d'un côté, la France, pour la France, la souveraineté, le concept de souveraineté, c'est le passé, c'est périmé, c'est contraire à la liberté. Pour l'Irak, c'est l'avenir, la modernité, la liberté. Troisième réalité, de toutes les unions régionales, il y en a 85 dans le monde qui existent et qui se développent, l'Union européenne est la seule organisation supra-étatique abolissant les souverainetés nationales. Toutes les autres sont organisées en coopération interétatique qui ne remettent pas en cause les prérogatives de souveraineté. Enfin, les logiques de puissance ont changé de nature. Les anciennes notions de taille, d'étendue, d'échelle, de masse critique datent du XIXe et du XXe siècle. Bien sûr, c'est un avantage colossal et considérable d'avoir la taille et la masse critique, mais ça n'est plus suffisant et on peut y substituer autre chose, des réseaux, un avantage technologique, un rayonnement, une influence. Nous sommes entrés dans le monde de la puce et de la miniaturisation. La puce peut tuer le mastodonte, petite nation, nation puissante. Le lance-pierre de David est devenu un laser. Il peut aveugler Goliath. La nation, le concept des nations, enfin, c'est la seule vraie réponse à la mondialisation sauvage. Oui, je le dis en conclusion de cette première intervention, au nom de tous les Français frustrés d'un grand débat et d'un référendum sur l'Europe. La modernité, c'est la liberté de garder sa mémoire, ses affections, la liberté de se projeter dans l'avenir. La modernité, c'est la nation. Merci de votre attention. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères.